Année 1939. Je me prépare à la guerre. Je ne sais pas encore que c'est mon dernier été en tant que Karl le menuisier. Le garçon qui voulait construire des meubles et épouser Greta. Voici mon histoire. Celle d'un homme que la guerre a dévoré, morceau par morceau. « 15 août 1939. Mère m'a remis ce carnet ce matin, juste après le petit déjeuner. Ses mains tremblaient légèrement quand elle me l'a tendu, enveloppé dans du papier brun comme un cadeau d'anniversaire. « Pour que tu n'oublies pas d'où tu viens », m'a-t-elle dit d'une voix qu'elle essayait de garder ferme, mais ses yeux rouges la trahissaient. Elle avait pleuré cette nuit, je le savais. J'avais entendu ses sanglots étouffés à travers la cloison de ma chambre, ces mêmes sanglots qu'elle essayait de retenir pendant la journée pour ne pas m'inquiéter. Père est resté silencieux dans son fauteuil près de la fenêtre, fumant sa pipe, comme tous les matins depuis que je peux me souvenir. Il regardait dehors, vers les champs de blé qui ondulaient dans la brise d'été, dorés et presque prêts pour la moisson. Il n'a rien dit, mais il n'avait pas besoin de parler. Lui qui a survécu à Verdun, qui garde encore des fragments d'obus dans la jambe gauche et qui boite les jours de pluie, il sait ce qui m'attend, mieux que quiconque. Parfois la nuit je l'entends gémir dans son sommeil. Mère dit que ce sont les vieux souvenirs qui reviennent. Les cauchemars ne partent jamais vraiment. Ils s'endorment juste pendant un temps. Je pars demain matin pour le camp d'entraînement à Münster. Le train part à 6h. 22 ans. Apprenti menuisier dans l'atelier de Herr Müller depuis 4 ans maintenant, et me voilà soldat. Tous les gars du village y passent, l'un après l'autre. C'est notre tour, notre génération. Hans Woll fait partie il y a 3 semaines déjà. Grand et fort, souriant comme s'il partait pour une aventure. Sa mère n'a pas cessé de pleurer depuis. On le voyait partout dans le village avant, à la boulangerie, au Gasthaus le samedi soir, toujours prêt à rire et à raconter des histoires. Greta a pleuré quand je lui ai annoncé ma convocation il y a 1 semaine. Nous étions assis près de la rivière, notre endroit préféré, sous le vieux saule où nous avions gravé nos initiales l'été dernier. Elle a essayé de retenir ses larmes, mais elles ont coulé quand même, silencieuses, traçant des sillons sur ses joues. Je les ai essuyées avec mes pouces et je lui ai promis de revenir vite. Nous devions nous fiancer à Noël, nos familles étaient d'accord, tout était prévu. Sa mère avait déjà commencé à coudre sa robe. « Attends-moi, lui ai-je dit, ce ne sera pas long. Peut-être quelques mois d'entraînement, et je reviendrai. » Elle a hoché la tête, mais dans ses yeux bleus j'ai vu le doute. Les femmes savent des choses que nous, les hommes, nous refusons de voir. La tension monte depuis des mois dans tout le pays. C'est palpable comme l'orage avant qu'il n'éclate. Tout le monde parle de la Pologne, du corridor de Danzig, de nos compatriotes allemands opprimés là-bas. Les journaux sont pleins d'articles sur l'injustice du traité de Versailles. Au Gasthaus, le soir, les vieux répètent qu'on a été humiliés en 1918, que l'Allemagne mérite mieux, que nous avons été poignardés dans le dos par les traîtres de l'intérieur. Ils lèvent leur chape de bière et parlent de fierté nationale retrouvée. Herr Schmidt, qui a perdu son fils aîné dans les derniers jours de la Grande Guerre, reste silencieux dans son coin, fixant sa bière. Lui ne parle jamais de gloire. Moi, je veux juste retrouver Greta et reprendre le travail dans l'atelier de Herr Müller. J'aime l'odeur du bois fraîchement raboté, le contact de mes mains sur le chêne ou le hêtre, la satisfaction de voir une pièce de mobilier prendre forme sous mes doigts. Il y a une beauté dans la création, une paix que je ne trouve nulle part ailleurs. Hier, j'ai terminé une armoire commandée par les Hoffmann pour leur fille qui se marie en octobre. Du bois de cerisier magnifique, avec des sculptures délicates sur les portes. Herr Müller m'a félicité pour le travail. « Tu as le don, Karl », m'a-t-il dit en passant sa main sur le bois poli. « Quand tu reviendras, on parlera de te faire associer. » Ce soir, j'ai fait mes bagages. Pas grand-chose. Quelques vêtements, des lettres de Greta que je garde dans une boîte en fer, la photo de famille prise l'année dernière devant la maison. Mère a préparé mon repas préféré. Du Sauerbraten avec des knödel. Nous avons mangé en silence, le cliquetis des couverts le seul bruit dans la cuisine. Même ma petite sœur Elsa, d'habitude si bavarde, restait muette. Elle a 8 ans et ne comprend pas vraiment où je vais.
mais elle sent que quelque chose d'important se passe. Après le dîner, Père m'a appelé dans son atelier derrière la maison. C'est là qu'il répare les outils, qu'il travaille le cuir pour ses harnais. L'odeur du cuir et de l'huile m'a toujours réconforté. Il a sorti une petite boîte de sa poche et me l'a tendue. À l'intérieur, il y avait son couteau de poche, celui qu'il portait pendant la Grande Guerre. Le manche en bois est usé par des années d'utilisation. La lame a fuité 1000 fois. Il m'a été utile, a-t-il dit simplement. Il te sera peut-être utile aussi. Puis, chose rare, il m'a serré dans ses bras. Reviens, mon fils. Quoi qu'il arrive, fais ce qu'il faut pour revenir. Maintenant, je suis dans ma chambre, à la lumière d'une bougie, écrivant dans ce carnet. Par la fenêtre ouverte, j'entends les bruits familiers de la nuit d'été, les grillons, le vent dans les arbres, au loin le ululement d'une chouette, des bruits que j'ai entendus toute ma vie. Je me demande combien de temps avant de les réentendre. Je me demande quel homme sera celui qui reviendra dans cette chambre. Greta dort maintenant dans sa maison de l'autre côté du village. Ma dernière lettre sous son oreiller peut-être. Je lui ai écrit cet après-midi, des mots maladroits d'amour et de promesses. Je lui ai dit que je porterai sa photo sur mon cœur, que je penserai à elle chaque jour, que notre avenir ensemble m'attendait comme un phare dans la nuit. Est-ce que j'y crois vraiment ? Ou est-ce que ce sont des mots qu'on dit parce qu'on doit les dire ? Demain commence une nouvelle vie. Je ne sais pas ce qui m'attend. La peur est là, sourde, dans le creux de mon ventre, mais aussi une certaine excitation que j'ai honte d'admettre. Je devrais dormir, le train part tôt, mais le sommeil ne vient pas. Alors j'écris. Et j'espère que dans des années, quand tout cela sera terminé, je pourrai relire ces lignes et me souvenir de qui j'étais cette nuit d'août 1939. Un jeune homme amoureux, un apprenti menuisier, un fils qui aimait ses parents, un Allemand qui partait servir son pays sans vraiment comprendre pourquoi. Que Dieu me protège. Que Dieu nous protège tous. 23 août 1939. 3 jours de voyage en train, et me voilà à Münster. Le trajet a été long, inconfortable, interminable. D'abord, le wagon était bondé de recrues comme moi, des gars de toute la région, certains à peine sortis de l'adolescence, d'autres un peu plus âgés. Nous étions serrés les uns contre les autres, nos bagages entassés dans les filets au-dessus de nos têtes ou coincés entre nos jambes. L'air sentait la sueur, le tabac, et cette odeur particulière de l'appréhension que je commence à reconnaître. L'uniforme me gratte terriblement. Le tissu est raide, sent encore le neuf et quelque chose de chimique, peut-être la teinture. Le col frotte contre ma nuque et laisse déjà une marque rouge. Les bottes sont le pire, trop raides. Le cuir n'a pas encore été assoupli. J'ai déjà des ampoules aux 2 talons et sur le côté de mon pied droit. Chaque pas est douloureux. Le camp est immense, bien plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Des rangées et des rangées de baraquements s'étendent à perte de vue, tous identiques avec leurs toits de tôle et leurs murs de bois peints en vert olive. Des centaines d'hommes, peut-être des milliers, marchent en formation, courent en groupe, s'entraînent sur des terrains poussiéreux. Le bruit est constant. Des ordres criés, des bottes qui martèlent le sol, le claquement des armes qu'on manipule. On nous a assignés à des baraques de 20 hommes. La mienne, la baraque 17B, est un long bâtiment avec 10 lits superposés alignés de chaque côté, un poêle en fonte au milieu, et une odeur de désinfectant mélangée à celle du bois. Mon voisin de lit, celui du lit superposé juste au-dessus du mien, s'appelle Otto Schneider. Il vient de Hambourg, fils de docker, me dit-il avec cet accent du Nord que j'ai du mal à comprendre. Il a l'air sympathique, le visage ouvert, un sourire facile. Il est grand, large d'épaules, avec des mains énormes qui semblent faites pour soulever des cargaisons. On charge et on décharge les navires dans le port, m'explique-t-il. De l'autre côté de mon lit, il y a Werner Schaeffer, un étudiant en droit de Berlin. Il porte des lunettes rondes à monture métallique et a un air sérieux, presque austère. 24 ans, en 3e année de droit à l'université Humboldt.
Il lit déjà un livre épais. Kant, je crois voir sur la couverture. Si on doit être ici, dit-il d'un ton neutre, autant en profiter pour continuer à s'éduquer. L'esprit ne doit pas s'atrophier sous prétexte qu'on nous entraîne le corps. L'entraînement commence demain à l'aube, nous a-t-on dit. 5 heures du matin. Le sergent qui nous a accueillis ressemble à une statue de granit. Carré, massif, immobile. Il a une cicatrice qui lui barre tout le visage, partant de l'œil gauche pour descendre jusqu'à la mâchoire. Un sillon blanc dans la peau tannée. Il s'appelle Oberfeldwebel Krause, et sa voix quand il aboyait nos noms ressemblait au grognement d'un ours. Vous êtes maintenant des soldats de la Wehrmacht. Dans 8 semaines, vous serez prêts à servir le Reich. Ou vous serez morts. L'un ou l'autre me convient. Ce soir, allongé dans ce lit inconfortable, écoutant les respirations et les ronflements de 19 inconnus, je pense au village. À ma chambre silencieuse sous les toits. Au dîner en famille. À Greta lisant ma lettre, peut-être. Otto, dans le lit au-dessus du mien, parle dans son sommeil. Quelqu'un dans le fond de la baraque pleure doucement, essayant d'étouffer ses sanglots dans son oreiller. Personne ne dit rien. Nous faisons tous semblant de dormir. 1er septembre 1939. Réveillé à 4 heures du matin par des coups de sifflet stridents qui ont déchiré le silence de la baraque. L'Oberfeldwebel Krause se tenait au milieu de la pièce, sifflant encore et encore, et quand certains d'entre nous n'ont pas sauté assez vite hors de leur lit, il a commencé à retourner les matelas. « Debout, debout! Vous avez 3 minutes pour être dehors en formation. » Ludwig, un jeune de 18 ans, s'est cogné la tête contre le cadre du lit dans sa précipitation et saigne du front. Personne n'a le temps de s'en occuper. On nous a fait courir pendant 2 heures dans la boue. Oui, de la boue, parce qu'ils avaient arrosé le terrain pendant la nuit spécialement pour ça. Courir avec nos lourdes bottes, nos uniformes complets, nos casques. Les sergents couraient avec nous, aboyant des encouragements ou des insultes. « Plus vite! Vous êtes des soldats allemands, pas des vieilles femmes. Si les Polonais vous voient courir comme ça, ils mourront de rire. » Après la course, exercice de tir toute la matinée. Ils nous ont distribué nos fusils, le carabineur 98K. C'est bien plus lourd que je ne l'aurais pensé. 5 kilos de bois et d'acier. Le bois de la crosse est lisse, patiné par l'usage, ce ne sont pas des armes neuves. Je me demande qui les a portés avant moi, s'ils ont survécu. L'instructeur nous a montré comment tenir l'arme, comment viser, comment respirer. « Le fusil est votre meilleur ami », a-t-il déclaré. « Vous dormirez avec lui, vous mangerez avec lui. Il vous gardera en vie si vous le traitez bien. » Le recul du fusil contre mon épaule m'a surpris la première fois. Un coup violent qui m'a fait mal. Après 50 coups tirés, mes épaules sont en feu, mes mains tremblent. À midi, nous avons eu une pause pour manger. La nourriture est servie dans une grande tente, de la soupe au pois avec quelques morceaux de pain noir et du café qui a le goût de l'eau sale. Mais nous avons tellement faim que nous dévorons tout. C'est pendant cette pause qu'est venue la grande annonce. Un officier supérieur, un Hauptmann dont l'uniforme était impeccable, est monté sur une estrade. « Soldats du Reich ! Ce matin à 4h45, nos forces ont franchi la frontière polonaise. Nous sommes en guerre. » Un murmure a parcouru l'assemblée. Certains ont applaudi. Otto a lâché un juron. Werner est resté parfaitement immobile, son visage ne trahissant aucune émotion. L'officier a continué, parlant d'une campagne rapide, de libérer nos frères allemands opprimés, de corriger les injustices de Versailles. Les Polonais ont provoqué cette guerre. Nous ne faisons que nous défendre. Werner a murmuré quelque chose. Voilà, ça recommence. Mais le sergent Krause l'a entendu. « Qu'est-ce que vous avez dit, soldat ?» Werner s'est levé, raide. « Rien, Herr Oberfeldwebel. » Krause l'a regardé longuement. « Vous allez courir avec votre sac à dos pendant 1 heure. Peut-être que ça vous rappellera de garder vos pensées pour vous. » L'après-midi a été consacré à encore plus d'exercices. Marche en formation, protocole, comment s'adresser à un officier, comment garder notre équipement en ordre. Des milliers de petites règles, toutes devant être exécutées parfaitement, sous peine de punition. Maintenant, le soir est tombé, et je suis dans mon lit. Chaque muscle hurlant de douleur. Mes mains ont des ampoules, mes pieds saignent. Et demain, nous recommencerons. Nous sommes en guerre. Ces mots résonnent dans ma tête.
Cela signifie que des hommes meurent déjà, en ce moment même, en Pologne. Et dans quelques semaines, ce sera peut-être notre tour. Je pense à Greta. Est-ce qu'elle sait que la guerre a commencé? Est-ce qu'elle pense à moi? J'aimerais pouvoir lui écrire ce soir, mais les lettres ne seront autorisées que le dimanche. Encore 6 jours. « 15 septembre 1939. 2 semaines se sont écoulées, et l'entraînement est devenu encore plus intense. Ils nous préparent rapidement, comme si le temps pressait, comme s'ils avaient besoin de nous sur le front plus tôt que prévu. Les marches forcées avec équipement complet sont devenues quotidiennes. 20 km, 30, parfois plus. Mes pieds se sont endurcis, couverts de cales épais. Les ampoules des premiers jours ont crevé, saigné, puis se sont transformées en peau dure comme du cuir. Le tir est devenu une seconde nature. Je peux maintenant démonter et remonter mon carabineur les yeux fermés en moins de 2 minutes. Le recul ne me surprend plus. Je touche la cible régulièrement. Le maniement des grenades m'a terrifié. Ces petites masses de métal et d'explosifs, si meurtrières. C'est pendant un exercice qu'un nouveau nommé Gustave a dégoupillé sa grenade et l'a lâchée à ses pieds. L'instructeur, Richter, a réagi en une fraction de seconde. Il a plongé, attrapé la grenade et l'a lancée vers le talus en criant « À terre !» L'explosion est venue 1 seconde plus tard, assourdissante. Quand nous nous sommes relevés, tremblants, Richter était debout, regardant Gustave avec colère et pitié. Si j'avais été 1 seconde plus lent, nous serions tous morts. Est-ce que tu comprends ça? Cette nuit-là, personne n'a reproché à Gustave son erreur. La peur rend maladroit. Les nouvelles de Pologne sont triomphales. Avancée rapide. Les panzers percent partout. Varsovie encerclée. Le sergent Krause nous dit qu'on participe à l'histoire. Vous êtes la nouvelle armée allemande. Rapide, moderne, invincible. La lettre de Greta est arrivée dimanche dernier. Elle travaille maintenant à l'usine textile. Il manque d'hommes. Les journées sont longues, mais elle ne se plaint pas. Elle écrit sur le village, sur la récolte, sur des choses simples qui me semblent appartenir à un autre monde. J'ai relu sa lettre 10 fois. Otto m'a surpris. « Une fille du pays ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. J'avais aussi une fille, Helga. Elle m'a écrit pour me dire qu'elle en avait trouvé un autre. Un type exempté du service. Elle ne voulait pas attendre. Sa voix était neutre, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Garde la tienne près de ton cœur, Karl. C'est la seule chose qui garde un homme sain d'esprit. Le soir, quand il me reste de l'énergie, je parle avec Otto et Werner. Nous sommes devenus proches. Otto raconte des histoires du port de Hambourg. Werner parle de philosophie, de questions morales. Si on te donne l'ordre de tuer un homme innocent, est-ce que tu le fais? Je pense à mon père et à Verdun. Des mois dans les tranchées. L'artillerie constante. Les charges suicides. Il est revenu, mais une partie de lui est restée là-bas. Je sens déjà qu'une partie de moi reste ici, à Münster, et ne reviendra jamais au village. Demain, on nous apprend le combat à la baïonnette. Je n'ai jamais voulu embrocher personne. Je voulais juste construire des meubles, épouser Greta, vivre tranquillement. Mais ce n'est plus mon choix. Je suis un soldat maintenant. 28 septembre 1939. Varsovie est tombée. La campagne de Pologne est terminée. Au camp, c'est jour de célébration. Distribution de bière et les officiers se congratulent, souriant comme s'ils avaient personnellement gagné la guerre. Dans notre baraque ce soir, l'atmosphère est étrange. Otto est presque euphorique, parlant de victoire. Werner n'a pas touché sa bière. Il reste allongé sur son lit, fixant le plafond. C'est terminé avant même qu'on ait pu participer, se plaint Joseph, un mécanicien. La réponse, nous la connaissons tous. Nous nous entraînons pour la suite. Parce qu'il y aura une suite. Certains parlent de permission, mais je vois dans les yeux des officiers qu'ils savent déjà. Pas de permission. Pas encore. L'entraînement continue avec une tournure différente maintenant. Exercice tactique, attaque coordonnée, défense de position,
repli organisé. On nous enseigne à creuser des tranchées rapidement. « Creusez ou mourrez !» répète l'instructeur. Otto a reçu une lettre de son frère aîné, déjà en Pologne. Il nous la lit. La lettre décrit les combats comme intenses mais brefs. Il parle de charges de cavalerie polonaise contre des tanks, du courage fou et inutile. Submergé. Quel mot froid pour décrire la mort de milliers d'hommes. Je pense à ces cavaliers. Est-ce que je serais assez courageux, ou assez fou, pour charger des tanks avec un sabre ? Le soir, pendant que nous nettoyons nos armes, Ludwig nous demande « Vous avez peur ?» Silence. Puis plusieurs admettent avoir peur. Un homme qui n'a pas peur est un idiot ou un menteur, dit quelqu'un. Je pense à mes propres peurs. Peur de mourir. Mais plus, peur de tuer. Peur de découvrir que je suis capable de choses terribles. Peur de revenir changé, brisé. Peur de perdre Greta. Les jours raccourcissent. Octobre approche. On parle d'équipements d'hiver. Destination inconnue, mais les préparatifs continuent. Encore quelques semaines et nous serons déployés. Déployés où ? France ? Ce soir, j'écoute les bruits de la baraque. Les ronflements d'auto, Werner qui lit, le vent d'automne dehors. Dans quelques semaines, ces bruits seront peut-être remplacés par le sifflement des obus, le crépitement des mitrailleuses. Je touche le couteau de mon père. Je pense à Greta. Je ferme les yeux et j'essaie de me souvenir de son parfum, le toucher de sa main, le son de son rire. Ces souvenirs sont ce qui me rattache à l'homme que j'étais, l'homme que je veux redevenir. 20 octobre 1939. Rumeur que nous serons bientôt déployés. Pas en Pologne, c'est fini là-bas, mais vers l'ouest, vers la frontière française. Le sergent nous prépare pour l'hiver. Père m'a écrit. Sa lettre est courte, comme toujours. Fais attention, garde la tête baissée, reviens. 3 phrases, mais je sais ce qu'elles signifient vraiment. 15 novembre 1939. Premier flocon de neige. Le camp devient un bourbier gelé. Les exercices continuent, maintenant dans le froid mordant. Un nouveau venu dans notre baraque, Friedrich, vient de la Prusse orientale. Il ne sait ni lire ni écrire correctement. Werner l'aide avec les lettres à sa famille. Ça me rappelle que nous sommes tous si différents, rassemblés par cette guerre que nous n'avons pas choisie. Ce n'est que le début de la guerre de Karl. Si ces 20 minutes valaient votre temps, laissez un pouce bleu pour me soutenir et abonnez-vous pour la partie 2. L'histoire n'est pas que des dates et des batailles, c'est des journaux comme celui-ci. Commentez quelle entrée vous a le plus touché. Découvrez le journal complet sur Amazon, lien en description.